Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs d'Africa 24, bienvenue. Merci de nous rejoindre dans cette émission organisée dans le cadre du processus électoral en cours ici en Côte d'Ivoire, d'où nous émettons aujourd'hui. Il est question du système sanitaire ivoirien et ses forces et ses faiblesses. Et pour en débattre, nous avons deux invités sur ce plateau. D'abord, Madame Djeneba Ouattara, elle est pharmacienne, spécialiste en santé publique. Merci d'avoir accepté notre invitation, chère Madame. Merci à vous aussi de m'avoir invité. Également avec nous, M. Sidiki Bakayoko, le secrétaire général du syndicat des cliniques privées. Merci beaucoup, M. Bakayoko. Merci. Juste préciser que c'est le président du syndicat des médecins privés de Côte d'Ivoire. Syndicat des médecins privés de Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. On va entrer dans le vif du sujet, mais avant, on va regarder un élément d'illustration. C'est justement sur ce système sanitaire, comment il se porte l'état des lieux. C'est avec ce reportage de la rédaction d'Africa 24. En Côte d'Ivoire, le système sanitaire repose globalement sur deux piliers, la médecine moderne et traditionnelle. La moderne regroupe les praticiens de la santé du secteur public et privé. La médecine publique couvre 60% des soins et celle du privé 40% selon des praticiens. Plus de 20 000 nouveaux agents de santé ont été recrutés de 2010 à 2020, dont 3 000 chaque année d'après les autorités. 833 milliards de francs CFA ont même été investis dans la construction et la réhabilitation d'établissements sanitaires sur la même période. Et en 2020, le pays dispose de plus de 2500 établissements sanitaires. Il y a quand même, en matière d'infrastructure et de plateaux techniques, une évolution qui s'est faite. En matière de ressources humaines, la Côte d'Ivoire a toujours eu de très bonnes ressources humaines de santé. Il y a eu une évolution de 2010 à aujourd'hui. Cela est indéniable. Mais rien n'est parfait. Il y a des choses à faire pour améliorer, pour avoir des très bonnes conditions de santé en Côte d'Ivoire. Ce système de santé-là est un. Il faut simplement voir quelles sont les relations qu'on crée entre ces différents piliers-là. Nous sommes ici à une séance gratuite de dépistage du cancer du sein initiée par le gouvernement et certains bénévoles. Le tueur silencieux occasionne 54% de décès dans le pays selon les autorités et le traitement médicamenteux mensuel s'élève à près de 3 millions de francs CFA. Un traitement coûteux mais désormais pris en charge par le gouvernement. Je suis venu faire mon dépistage parce que j'ai entendu parler du cancer qui tue vraiment beaucoup de femmes dans ce monde. Le résultat, par la grâce de Dieu, et je lui dis vraiment merci, je n'ai rien, tout est négatif. La Côte d'Ivoire a un ratio d'un médecin pour plus de 4 000 habitants en 2020 contre un médecin pour 6 830 en 2010. La norme de l'Organisation mondiale de la santé est d'un médecin pour 1000 habitants. Outre le déficit du personnel, la relative cherté des soins, l'insuffisance d'infrastructures, bien d'autres défis sont encore d'actualité pour ce secteur. Le personnel a besoin d'être motivé. Aujourd'hui, les agents de santé sont les seuls agents qui n'ont même pas d'indemnité de logement. Quand on parle de revendication, ce n'est pas seulement pour notre bien-être seul. C'est pour le bien-être du système. Partant de là, en tant que syndicat, nous demandons à l'État que les états généraux de la santé s'imposent, sincèrement. Notons que 16,6% du budget de la Côte d'Ivoire est consacré en 2020 à la santé. De 2019 à 2020, ce sont près de 3 millions de personnes qui bénéficient de la couverture maladie universelle selon les autorités ivoiriennes. Merci beaucoup à ce sujet d'Olive Adjakotan. Monsieur Bakayoko, quel état des lieux faites-vous aujourd'hui de la situation sanitaire en Côte d'Ivoire? Pour faire un état des lieux, il faut regarder les différents piliers du secteur de la santé. Lorsque nous regardons le secteur public, nous disons qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Et nous applaudissons même pour ce qui a été fait sur le plan infrastructurel, sur le plan des ressources humaines, la revalorisation salariale des professionnels de santé, sur le plan également de l'environnement. Il y a d'ailleurs la loi sur la réforme hospitalière qui vient d'être adoptée par l'Assemblée nationale. Lorsque nous regardons les autres secteurs, notamment le secteur privé, il y a beaucoup de choses qui restent à faire. Et quand on regarde le secteur des tradithérapeutes, vous voyez, il y a une loi qui a été promulguée sur l'exercice de la médecine traditionnelle. Il y a même des décrets et arrêtés d'application. Donc, pour regarder globalement, on va dire, si on regarde dans le rétroviseur, après la période des crises, il y a eu énormément d'améliorations au niveau du secteur de la santé en Côte d'Ivoire. Madame Ouattara, les chiffres donnent des ratios, donnent qu'en
En 2020, on a un médecin pour 4 000 habitants, contre un médecin pour 6 000 habitants en 2010. Alors que les normes de l'OMS disent un médecin pour 1 000 habitants. On est encore loin du compte. Hein? Oui, il semble avoir ces chiffres qu'on soit loin du compte. Mais je pense que le plus important, c'est l'investissement qu'on fait dans les ressources humaines. Donc, pour former des ressources humaines, ça prend du temps. Donc, un médecin, c'est au moins 7 années d'études. Et ces médecins, il faut leur trouver un endroit pour qu'ils puissent exercer et pour apporter des soins de qualité. Donc, cela est pris en compte par le gouvernement. Des structures médicales sont en train d'être créées. Donc, il va falloir y mettre des médecins et des professionnels de la santé. Et cela va vraiment augmenter le ratio de l'OMS. Donc, des efforts sont faits en vue d'améliorer la situation. Et donc, je pense que d'ici quelques années, lorsqu'on aura fini le vaste programme présidentiel qui est en train d'être mis en place, ce ratio-là vraiment sera proche peut-être de celui de l'OMS. Mais quand on écoute ce reportage-là, on écoute certains Ivoiriens, on a l'impression qu'on n'est pas vraiment satisfait de ce qui se fait aujourd'hui, quand bien même on vient de très loin. On vient de très loin. Comment expliquez-vous les grèves que l'on voit du part et d'autre, si tant est que des choses se font? Des choses se font, effectivement, il y a des grèves. Le personnel n'est peut-être pas satisfait ou il demande plus, puisqu'il sait que le gouvernement aussi est à l'écoute de leurs besoins. Mais ça, Ricky, j'ai entendu, il dit qu'on n'en fait pas assez, justement. Le gouvernement ne peut faire que ce qu'il peut au moment où il a, en fonction de ses besoins. Donc, je pense que tous les agents de santé... En fonction de ses besoins, bien en fonction de ses moyens. De ses moyens. De ses moyens. D'accord. Donc, tout le monde, dans le milieu professionnel, vous diront qu'il y a eu une revalorisation des salaires du professionnel. Il y a eu vraiment des efforts qui ont été faits en vue de satisfaire le personnel médical. Je crois que des discussions sont toujours en cours. Et en fonction des moyens de l'État, il pourra satisfaire certains aspects de ce qui est demandé. On a vu lors de la crise à Covid, il y a des primes qui ont été données aux agents de la santé. Donc c'est pour dire que le gouvernement est à l'écoute des professionnels de la santé et c'est vraiment une préoccupation pour eux aussi que ces agents-là puissent travailler dans de bonnes conditions. Monsieur Bakayoko, quand on interroge certains syndicats de la profession de santé, ils disent qu'il y a 3 mots qui résument la situation sanitaire. Ils parlent de la vétusté des locaux, de sous-effectifs et d'une certaine désorganisation qu'on pourrait mieux faire. Est-ce que vous êtes en phase avec eux sur ces piliers? Oui, en partie. Parce qu'il y a quand même eu une période de désert sanitaire en Côte d'Ivoire. Il y a eu une période où on n'arrivait véritablement pas à avoir des offres de soins en Côte d'Ivoire. Mais vous savez, comme le disait tout à l'heure Dr Ouattara, nous venons de loin. Aujourd'hui, nous avons un gouvernement qui essaie de restructurer les établissements publics. Nous avons même des offres de plateaux techniques nouvelles. Par exemple, nous pouvons dire aujourd'hui, et nous pouvons accueillir aujourd'hui sur notre sol des malades venant de partout pour faire la radiothérapie. Il y a le Centre national de radiothérapie à la Ouattara qui est là, qui est un outil nouveau. Il y a le CHU d'Angré qui est là. Malheureusement, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas et il faudrait réfléchir. Nous, pour notre chapelle, le secteur privé apporte une offre à ce devoir de l'État de pouvoir prendre en charge ces populations. Il faut donc réfléchir comment faire ce maillage-là avec le secteur privé pour combler ce déficit. Il y a un fossé, l'inaccessibilité des soins par rapport au coût qui est fait dans le secteur privé. Qu'est-ce que l'État peut faire pour accompagner ce fossé-là et pour réduire ce fossé-là et permettre à la population d'avoir accès aux soins donnés par le secteur privé? Tout ça, c'est des réflexions que nous pouvons mener ensemble pour aboutir à quelque chose qui arrange un peu plus la population. Sur le plan vous avez parlé des infrastructures, je l'ai dit. Vous dites que les syndicats se plaignent également Vous avez parlé de la vétusté. Oui, effectivement. Vous avez parlé du sous-effectif. Oui, le sous-effectif, Dr Ouattara l'a dit. En Côte d'Ivoire, nous sommes quand même à peu près 25 millions d'habitants, pour
plus de 8500 médecins, c'est peu. Elle a dit on ne forme pas un médecin du jour au lendemain. Mais également, la situation est qu'il y a aussi certains médecins qui, aujourd'hui, ne sont pas affectés, qui sont dans une période de chômage. C'est pour ça que je dis, lorsque nous regardons ensemble, on peut trouver des maillages avec le secteur privé pour que tous ces médecins-là soient en activité et ça permettrait également d'une certaine façon de résolver ce déficit de médecins qu'il y a dans le secteur. Madame Ouattara, aujourd'hui, quand un Ivoirien est malade, quand bien même les soins soient plus abordables dans le public que dans le privé, mais il préfère quand même aller dans le privé. Est-ce que vous pouvez expliquer ce phénomène? Expliquer ce phénomène, oui. Pourquoi un malade préfère aller dans le privé? Parce qu'il est mieux pris en charge du côté du privé. Peut-être pour lui, peut-être qu'il est mieux pris en charge, sinon le plateau technique au niveau du public a été beaucoup amélioré. De nombreuses réhabilitations ont été faites à tous les niveaux de la pyramide sanitaire, dans les CHU, dans les hôpitaux, dans les centres de santé, pour que l'accueil s'améliore. Et aussi pour faciliter cet accès aux soins, vous avez vu qu'il y a eu la création de la CMU pour que justement ce soin-là puisse être accessible à tout le monde. Maintenant, à chacun de choisir ce qu'il veut. On ne peut pas obliger quelqu'un à aller dans le privé quand il a envie d'aller dans le privé. Oui, le plateau technique peut être très bien aussi, et l'accessibilité, donc le coût est moindre, et l'accueil, tout ce qui va avec, ça va pouvoir encourager les gens à aller dans le public. Oui, je pense que les structures publiques sont fréquentées. Oui, sont Quand fréquentées. on regarde les taux de fréquentation, elles sont fréquentées. Maintenant, comme je dis, à chaque Ivoirien de choisir en fonction de son accès, de ses finances, là où il peut aller, de sa poche. Oui. Sinon, quand tu n'as pas grand-chose, je pense que le public est prêt à t'accueillir et les soins ils sont de qualité. Nous allons marquer une pause dans cette émission, chère Wanda. Nous allons marquer une pause. Chers téléspectateurs, ne partez pas. On marque une courte pause et on vous retrouve dans quelques instants. Nous sommes de retour sur le plateau d'Africa 24 pour la suite de cette émission consacrée aujourd'hui au système sanitaire ivoirien, ses forces et ses défis. Nous avons sur le plateau deux invités, Madame Djeneba Ouattara, qui est pharmacienne, spécialiste en santé publique, et puis Monsieur Sidiki Bakayoko, président du syndicat des médecins privés du Côte d'Ivoire. Merci, Monsieur Bakayoko. On va poursuivre cette émission et parler du budget que la Côte d'Ivoire consacre à la santé. Apparemment, ça fait 16,16% de son budget qui est consacré à la santé. Alors, pour un pays qui a un taux de croissance de 8%, est-ce que c'est assez? Les besoins en santé sont énormes. Ce ne sera jamais assez parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Mais ce qu'il faut constater, c'est que l'État, depuis 2011, a fait beaucoup d'efforts pour augmenter le budget de la santé. Donc, de 2011 à 2019, le budget de la santé a augmenté de plus de 200%. Donc, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits et chaque année, ce budget-là, il augmente. Il augmente pour prendre en charge toutes les problématiques qu'il y a dans le secteur. Donc, l'État fait des efforts, il augmente son budget et ce budget-là va en grandissant en vue de prendre en charge ces problématiques. Alors, M. Bakayoko, la gratuité des soins, apparemment on dit que la gratuité, c'est consacré aux personnes vulnérables. Mais qui est vulnérable, qui ne l'est pas? Parce qu'on n'est pas dans un système où on connaît vraiment le revenu de chaque personne, mais il y a pratiquement tout le monde est vulnérable. Oui, on va dire que tout le monde est vulnérable, mais en réalité, en Côte d'Ivoire, ce qui est de fait, la gratuité, c'est pour les personnes, les enfants de 0 à 5 ans. La gratuité, c'est pour les femmes enceintes. Et le point sur la vulnérabilité a été logé dans le cadre de la couverture maladie universelle. Et une équipe a été mise en place pour pouvoir définir et identifier en Côte d'Ivoire toutes les personnes dites vulnérables. Et ce sont ces personnes-là qui vont bénéficier, dans le cadre de la couverture maladie universelle, du volet des soins gratuits. Alors, Madame Ouattara, la couverture maladie universelle, ça a été un projet phare du gouvernement. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui concrètement? On a beaucoup avancé. Ça a été une volonté politique du président de la République qui a été mise en œuvre à partir d'une loi qui a été votée à l'Assemblée nationale. Des décrets d'application ont été pris. Ça a valu la création de l'ACNAM qui met en œuvre cette couverture maladie universelle. Caisse nationale de l'assurance maladie. Oui. Donc aujourd'hui, les personnes sont enrôlées, ils reçoivent les cartes
Et au moyen d'une cotisation de 1 000 francs par mois, ils peuvent bénéficier des soins à tarif social. Donc, comme l'a dit Dr Bakayoko, les indigents, eux, auront une prise en charge gratuite. Donc, leurs cotisations seront payées et leurs frais de santé également seront payés aussi à travers la couverture maladie universelle. Mais combien de personnes en bénéficient aujourd'hui? Vous voulez des chiffres? À peu près. À peu près, je crois qu'on a enrôlé... En tout cas, les chiffres que moi j'ai, Oui. 3 000 personnes. Non. C'est 3 millions. 3 millions de 3 personnes. millions, pardon. 3 millions 3 de millions de personnes. personnes, oui, oui. 3 millions Voilà. de personnes, j'allais dire. Oui. Et personnes enrôlées. voilà. C'est une généralisation progressive. 3 millions de personnes, Voilà. oui, oui, en bénéficient Donc, aujourd'hui. elle est obligatoire, la couverture maladie universelle. L'enrôlement se fait progressivement et la généralisation aussi. Parce que ça va avec le renforcement du système de santé, la réhabilitation des structures de santé pour faire face aussi aux soins, à la demande de soins qui va avec la couverture maladie universelle. Alors, M. Bakayoko, quel a été votre constat depuis la mise en œuvre de cette couverture maladie universelle? Quel a été votre constat sur le terrain? Le constat en tant qu'Ivoirien d'abord, parce que la couverture maladie universelle, il faut le dire, dans son déploiement a été spécifié pour le secteur public. Donc pour l'instant, le constat c'est de voir que tous ceux qui sont enrôlés peuvent aller dans un service public et bénéficier d'une prise en charge. C'est quelque chose de capital parce qu'hier, l'Ivoirien lambda se demandait comment se faire soigner également. Donc nous saluons en tant que professionnels du secteur privé l'avènement de la couverture maladie universelle. C'est une très bonne chose. La couverture maladie universelle permet à des populations qui n'avaient même pas imaginé un jour se faire prendre en charge, de pouvoir se faire prendre en charge. Cependant, nous disons que l'offre de soins, vous l'avez dit tout à l'heure, l'offre de soins permet à la personne de faire un choix, soit d'aller dans le secteur public, soit d'aller dans le secteur privé. Et c'est une obligation qui est faite de par la loi à tous les Ivoiriens de payer la couverture maladie universelle. Pour moi qui ai l'habitude d'aller dans le secteur privé, je paye une cotisation qui ne me permet pas d'aller là où j'ai envie d'aller. Ce déphasage-là, je pense que nous devons trouver autour d'une table des moyens de pouvoir permettre à travers la Caisse nationale d'assurance maladie, une cotisation qui est payée, comment faire pour pouvoir avoir accès au secteur privé de la santé. Donc la couverture maladie universelle, d'abord, est dans un début. C'est ce que, dans nos échanges, les gestionnaires du secteur de la couverture maladie nous ont dit. C'est un début, ils n'ont pas voulu généraliser, on les comprend. Mais nous attendons et nous espérons que cela arrive dans le secteur privé et qu'on trouve les mécanismes pour pouvoir permettre aux populations de venir. Parce que Dr Ouattara Djinba l'a dit tout à l'heure, c'est des tarifs sociaux. Comment permettre à des populations d'aller dans un secteur dit privé, donc qui a besoin de faire du profit, d'avoir accès à du social. C'est des choses qui sont faisables. On est prêt à y contribuer. Docteur Ouattara, malgré tout cela, on constate quand même que bon nombre d'Ivoiriens encore vont vers la médecine traditionnelle. Peut-être on dira que c'est une question d'ordre culturel, mais est-ce qu'il y a une place qui est réservée à cet ordre de médecine dans votre système sanitaire? Je pense qu'il y a une place qui est réservée. Il y a même un programme national de la médecine traditionnelle, c'est-à-dire que le gouvernement y accorde une importance. Donc, les praticiens sont organisés et je pense qu'il y a un encadrement avec des tests qui sont pris, en fait, d'organiser. Donc, cette médecine a une place que le gouvernement organise. Je sais qu'il y a même une collaboration entre la médecine traditionnelle et la médecine moderne au CHU de Treichville. Donc, il y a une belle expérience qui est en train d'être mise en œuvre là-bas pour dire que ce sont deux médecines qui peuvent collaborer. La médecine traditionnelle issue de notre culture a ses forces, donc il faudra peut-être capitaliser pour que nous puissions bénéficier pleinement. Docteur Bakayoko, lorsque vous voyez un patient aujourd'hui qui vous dit « moi, je suis en train d'aller vers la médecine traditionnelle », qu'est-ce que vous lui conseillez? Vous lui conseillez de continuer là-dedans ou bien plutôt que d'aller à l'hôpital? Bon, d'abord, vous avez dit c'est culturel. Ensuite, il y a le motif ou l'indication, ce qui l'amène vers la médecine traditionnelle. Si quelqu'un me dit qu'il a un palu qui veut traiter de façon traditionnelle, moi, je n'ai pas de problème. C'est culturel, on a tous vu des parents traiter le paludisme avec des feuilles et ça marche très bien. Si quelqu'un me dit qu'il a un cancer
qu'il a une drépanocytose, il a des pathologies chroniques et connues qui veulent aller vers la médecine traditionnelle, je lui dis, soit c'est ta culture, mais venons, on va d'abord faire nos tests, ça te permettra de voir l'évolution de ce que ton tradithérapeute va faire. Lorsqu'il viendra pour faire son test, on pourra voir comment évoluer aussi sur le domaine médical moderne que nous connaissons, pour lequel nous avons été formés. On ne peut pas juger de ce que nous ne connaissons pas. S'il a eu des expériences et que ça marche, d'ailleurs, il y a un programme qui encadre cela, pour ne pas que des tradithérapeutes acceptent ou décident de faire tout et n'importe quoi. Mais dans un premier temps, il ne faut surtout pas lui dire n'y va pas, n'y va pas, n'y va pas, parce que vous n'avez pas trop d'encadrement. C'est surtout de leur amener, de pouvoir avoir quelque chose de scientifique, de pouvoir savoir ce dont ils souffrent et puis voir médicalement ce qu'on peut faire. Maintenant, après, s'il y a des choses qui sont faites de façon tradithérapeute, au besoin, même si on peut se mettre en contact avec le tradithérapeute, on les met dans le cadre du programme et puis on essaie de voir comment on mène l'expérience ensemble. Docteur Ouattara, aujourd'hui, beaucoup s'improvisent tradipraticiens. Le gouvernement collabore avec les tradipraticiens, mais comment est-ce que le tri se fait? Parce qu'il n'y a pas une école où on forme des tradipraticiens, que je sache. Oui. C'est pour ça qu'il y a un programme qui les répertorie et qui les suit. Sur quelle base, justement? Bon, sur la base de ce qu'ils font comme prestation et ce qu'ils offrent aux patients. Donc, si un malade, le pronostic vital d'un malade est engagé, je pense qu'il y a des limites qu'il ne faut pas dépasser et je pense qu'ils sont formés et encadrés par le ministère de la Santé. Et vous pensez que les populations comprennent qu'il faut savoir s'arrêter à tel point et aller de l'autre côté et pour ne pas mettre sa vie en danger? Comme vous le dites, c'est culturel. Donc, il y a beaucoup de facteurs qui entrent en ligne de compte. Ce que les populations décident pour elles-mêmes, bon, je ne peux pas le préchasser. Oui? Ouais. Bon. On va continuer dans cette émission et revenir encore au système sanitaire de manière générale. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il n'y ait plus de grèves? Parce que les grèves pénalisent sérieusement l'offre sanitaire. Parce que lorsque les médecins sont en grève, le système sanitaire est paralysé. Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement pour qu'on en ait de moins en moins, Dr Sidiki? Pour parler comme l'Ivoirien lambda, il faut bien gérer, c'est tout, il faut bien gouverner. On va dire ça simplement. Mais en fait, pour être sérieux, pour qu'il n'y ait plus de grève, il faut d'abord qu'il y ait plus de communication. Parce qu'au-delà du fait que c'est un droit du citoyen et de tout syndicat de faire un préavis de grève et de mettre en exécution son droit de grève, il y a le fait que c'est un système particulier, c'est la santé. C'est la santé. Lorsque, entre guillemets, on le dit souvent dans le domaine médical, il y a une grève au niveau du système judiciaire, au niveau de la justice, on ferme tout et lorsque la grève est finie, on reprend les dossiers et puis on peut retraiter. La personne aura peut-être vécu 2 ou 3 jours ou 1 mois de grève, encore plus en prison. Par contre, lorsque c'est la santé qui est en cause, une grève où la personne n'a pas d'assistance, son état ne vous attend pas, donc c'est la mort. L'idéal serait de pouvoir être à l'écoute des besoins et des préoccupations des professionnels de santé. Être à l'écoute, c'est non seulement de communiquer pour entendre ce que les gens veulent dire, mais c'est toujours d'être focus vers la recherche de solutions. Mais est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, l'écoute, elle est attentive? Est-ce que l'État actuel écoute suffisamment les professionnels de santé? Bon, je ne suis pas très bien placé pour pouvoir vous répondre dans ce sens-là, parce que, étant du secteur privé, c'est mon expérience que je peux vous partager. Je me souviens qu'en juin 2018, les médecins du secteur privé avaient voulu faire appliquer les honoraires, les barèmes des honoraires qui avaient été validés, publiés et fait l'objet d'arrêtés depuis 1998. Cela n'avait pas été mis en place, ça n'avait été accepté par personne. Jusqu'en juin 2018, lorsque le débat est survenu, l'Ordre des médecins a publié à nouveau ce barème
arrêté en juin. En juillet, lorsqu'il a été mis en exécution, il y a eu une grève. L'État et le gouvernement a rapproché les parties et a demandé à ce que nous puissions attendre que ce soit appliqué en janvier 2019. Ce que les professionnels de santé du secteur privé ont fait. En janvier 2019, lorsque nos partenaires avaient voulu faire barrage, le gouvernement a pris une décision d'appliquer les barèmes à partir de janvier 2019 et ces barèmes de 98 sont appliqués depuis janvier 2019. Nous pensons que là, c'est une expérience d'écoute. Nous avons chacun fait notre part de don parce que lorsque vous partez en négociation, ce n'est pas de tout prendre, c'est de pouvoir laisser et de prendre ce qui vous arrange. Et là, depuis lors, c'est fait. Je pense que si dans le secteur public, il y a des préoccupations comme ça qui sont posées et que l'État peut être à l'écoute, et on peut arriver à des situations où on ne fait pas des grèves. Madame Ouattara, dès qu'on voit le nombre de grèves qu'on observe aujourd'hui, on a l'impression que le dialogue syndical du secteur de la santé et État central, ça ne se passe pas très bien. Hein? Bon, je pense que le dialogue se passe très bien. C'est vrai qu'on a beaucoup d'annonces de grève, mais qui, au final, sont résolues et les grèves s'arrêtent. Mais on aurait pu faire pour qu'on n'aille même pas en grève. Oui, mais il y a... Pourquoi attendre qu'on aille en grève d'abord? Non, il y a des problèmes qui persistent et ces problèmes ne peuvent pas être résolus du jour au lendemain. Comme on l'a dit, il y a aussi les questions de gestion qui seront prises en main par la réforme hospitalière qui est en cours. La loi a été votée, il y a des décrets d'application qui doivent être pris pour que ce soit mis en œuvre. Par exemple, les questions de rémunération, dans la loi sur la réforme, il y a le financement basé sur la performance. Donc, si les médecins sont performants, ils recevront le bénéfice de leur performance. Donc ça permet de contribuer à l'amélioration des conditions de travail aussi du personnel médical. Donc c'est tout ce système-là qui est en train d'être mis en marche. Et tant que ces réformes ne sont pas achevées, il y aura toujours ces grincements de dents qui sont liés à l'état des lieux qui n'est pas encore finalement complètement résolu. Merci Madame Ouattara. Nous allons marquer une nouvelle pause dans cette émission. Le temps de suivre le journal de campagne, un journal réalisé par l'équipe d'Africa 24 ici à Abidjan en Côte d'Ivoire. Suivons plutôt. L'environnement des affaires en Côte d'Ivoire, quelle perspective pour les futurs champions? C'est le thème de la rencontre qui a réuni à Abidjan quelques membres du gouvernement ivoirien et les entrepreneurs locaux. La réunion a permis aux jeunes entrepreneurs d'exposer leurs besoins et de gagner en expérience auprès de leurs aînés. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites en ce qui concerne les délais de paiement des entreprises qui sont des sous-traitants ou qui sont des prestataires de l'État, mais il y a des efforts complémentaires à faire pour justement permettre aux banques d'accompagner plus massivement les entreprises qui sous-traitent avec l'État. Le financement des entreprises est un problème récurrent. Cette jeune dame était obligée de fermer son entreprise d'événementiel faute de financement. Ma structure est fermée. Vraiment, je suis là ce soir pour que le Premier ministre vraiment fasse quelque chose. Après l'exposé de son problème, le Premier ministre ivoirien a décidé de réagir. Bien, j'ai entendu. Je pense que les membres de mon cabinet ne sont pas loin. Ils vont prendre vos coordonnées. Je vais vous recevoir dans la semaine. Je vais vous accorder 20 minutes
Et pendant 20 minutes, on va travailler et après je vous donnerai rendez-vous dans 6 mois, dans 1 an, pour voir ce qu'on aura pu faire ensemble. Ils étaient près d'une centaine à avoir pris part à cette réunion d'échange et de partage. En termes d'innovation et de start-up, la Côte d'Ivoire fait partie des pays les plus cotés en la matière. 98% de ces petites et moyennes entreprises drainent le tissu économique du pays. Le candidat indépendant Kouadio Konan-Bertin a eu une rencontre à huis clos avec une délégation de l'Union européenne à son QG à Abidjan de Plateau. Les échanges ont porté essentiellement sur la bonne marche du processus électoral selon KKB. Il s'agissait pour la délégation de l'Union européenne de faire le point du suivi de l'institution à quelques jours des échéances électorales. Ils sont là pour nous accompagner tout au long du processus électoral, donc il y a une action de suivi pour faire le point quand on a le temps, quand le temps nous le permet. Nous nous sommes occupés. On a pu dégager un moment aujourd'hui pour recevoir à nouveau l'Union européenne pour faire le point et évaluer les choses. Nos objectifs communs, c'est d'aller à des élections apaisées pour le bonheur du peuple. Eux nous encadrent, nous accompagnent. Donc c'est de savoir si à tout moment on maintient le cap. Et le cap est maintenu. Kouadio Konan-Bertin a profité de sa rencontre pour dévoiler ses objectifs de campagne et sa vision de la Côte d'Ivoire. Selon lui, seules les urnes peuvent garantir la paix. La seule manière d'arriver au changement est de voter. Il invite donc les Ivoiriens à aller aux urnes. Venez dans les urnes, venez voter, exprimez votre désir. Rien ne peut freiner la volonté d'un peuple. Rien ne peut résister à un peuple si tant est que ce peuple est debout, qu'il a une volonté à exprimer. Venez exprimer votre volonté dans les urnes. Arrêtez de brûler, de mettre les vies des autres en danger. Kouadio Konan-Bertin poursuit sa campagne électorale à Abidjan et dans l'intérieur du pays. La quarantaine, Saint-Traby est journaliste depuis 20 ans et est l'auteur du livre Diokwe, la vérité interdite, publié en 2019. Son livre est un devoir de mémoire, un témoignage des différentes crises vécues dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, particulièrement à Diokwe, ville martyre, avec plusieurs centaines de morts enregistrées dans les crises de 2002, 2005 et surtout 2010-2011. L'œuvre illustre à travers des photos prises par l'auteur lui-même les tueries et souligne la responsabilité partagée des belligérants dans ces différentes crises. J'ai décidé d'écrire ce livre pour me libérer en fait. Parce que c'était un gros fardeau pour moi. Je pensais qu'il était important que je dise la vérité. Et donc, pour moi, j'ai dit la vérité pour ne pas être le complice d'un silence coupable. Parce qu'il m'était cette complice d'un silence coupable qui pesait énormément. Et donc, vous voyez que il était important que je parle. Nous n'allons pas attendre que les Occidentaux viennent écrire notre histoire à notre place. Diokwe, la vérité interdite, est également un livre pour sensibiliser à la paix. En effet, l'Ouest a souvent été martyrisé, surtout en période électorale. Et pour Saint-Traby, la présidentielle de 2020 doit permettre à la région de montrer sa maturité. C'est un livre de paix pour interpeller les Ivoiriens, pour leur dire plus jamais ça chez nous, pour dire aux gens à Diokwe, pour dire à certaines personnes qui ont commis aussi des crimes, pour leur dire, mais si vous commettez des actes, mais des gens en parleront plus tard. Saint-Traby travaille pour le journal gouvernemental Fraternité Matin depuis 2010. C'est un homme de terrain et d'expérience. Il a fait de nombreux reportages sur les zones de conflit et même le Libéria. Il prévoit publier en 2021 une autre œuvre qui parlera des zones de crise. 2 semaines. Certains de ces miliciens que je
Surnommée Cocody la Belle, la commune de Cocody fait la fierté de la capitale Abidjan. Elle s'est bâtie une réputation de cité résidentielle que ses belles infrastructures concourent à sauvegarder. Rencontrés en pleine campagne, les habitants de cette commune qui représentent 25% de l'électorat national, formulent des vœux à l'intention du prochain président. Ils dénoncent notamment la cherté de la vie dans cette commune. La cherté de la vie fait qu'il y a plein de jeunes qui ne peuvent pas venir habiter aussi, surtout à Cocody. Donc si, disons, le maire ou du moins l'autorité politique pouvait voir ce volet financier, ça allait beaucoup arranger les jeunes. En tout cas, mes ententes, c'est que le Seigneur, qui est le maître de l'univers, puisse nous trouver au moins des agents de développement. À l'origine, la belle cité de Cocody était un tout petit village ébrié. Ses habitants, désormais reclus derrière les gratte-ciel de cet hôtel de luxe, attendaient des dédommagements qui, disent-ils, n'est jamais arrivé. Le Cocody village est là, on vit, personne ne nous vient en aide, il n'y a pas de plantation. La lagune alors, n'en parlons pas, elle est foutue, tellement souillée qu'il n'y a même pas 2 gouttes de poisson dedans. Et puis d'autre part, on empêche même nos petits pêcheurs d'aller sur l'eau pour pêcher parce qu'il y a l'aménagement de la baie de Cocody. Avec environ 50 quartiers, Cocody occupe 16% de la surface d'Abidjan. Son économie est essentiellement animée par les PME, en l'absence d'industrie. Avec ses 6500 électeurs, Cocody pourrait faire l'arbitre au cours de cette élection, même si ce bastion historique du PDCI semble bouder la campagne. Nous amorçons la toute dernière partie de cette émission consacrée au système sanitaire ivoirien, ses forces et ses défis. Et sur le plateau, nous sommes toujours avec Mme Djedeba Ouattara, qui est pharmacienne et spécialiste en santé publique, et M. Sidiki Bakayoko, le président du syndicat des médecins privés de Côte d'Ivoire. Chers invités, merci d'être toujours en notre compagnie. Nous avons promené nos micros auprès de quelques Ivoiriens qui se sont prononcés sur l'offre sanitaire qu'ils ont aujourd'hui. Suivons plutôt. L'hôpital, les docteurs, les médecins qui s'occupent des malades dans l'hôpital ici sont plus basés sur les finances que sur les soins de la personne. Quand une personne arrive, pour le soigner, c'est compliqué. On va l'attendre, il va attendre dans la salle d'attente. Souvent même, il y a des dames qui sont enceintes, qui meurent sur le champ. Ils vont te dire qu'il n'y a pas place à l'hôpital. Ils vont faire chômer d'abord les malades. Vraiment, j'encourage tous ceux qui sont dans les hôpitaux à s'occuper des gens. Il y a des lieux où tu vas, on parle en fonction de ta poche. En fonction de ce que tu proposes, c'est là qu'on te soigne. La qualité des soins dans les hôpitaux. Je crois que la qualité des soins dans les hôpitaux, si on veut se focaliser sur l'Afrique de l'Ouest, elle est assez bonne. Mais c'est la manière dont on applique les soins ou bien la procédure de pouvoir soigner les gens, ça qui n'est pas bien. Bon, ils font leur effort, c'est aussi à saluer parce que quelqu'un qui va laisser ses parents, laisser ses enfants, son mari aller passer une nuit à l'hôpital, je pense que c'est son effort qu'il fournit, mais je pense que ce n'est pas suffisant. Il faut que l'État puisse mettre une organisation en place au niveau des hôpitaux qui va aider des personnes ou bien qui va apporter les premiers soins aux personnes qui sont en détresse. Docteur Sidiki, que vous expliquent ces propos? Bon, j'ai l'impression que beaucoup de ceux qui ont parlé ne fréquentent pas vraiment les hôpitaux. Ah non, quand même. Non, j'ai l'impression parce que c'est... Non, la qualité... Vous ne vous retrouvez pas à travers ce qu'ils ont dit? Je ne me retrouve pas vraiment à travers ce qui est dit. Deuxièmement, la qualité des soins qui est prodiguée par les médecins, elle est bonne. Elle est bonne. Le plateau technique, c'est vrai, on peut mieux faire, mais déjà ce qui est là... Mais ce n'est pas ce qu'ils mettent en exergue, surtout ça. Hein, ils mettent en exergue le fait que l'argent prime sur les soins. Les finances priment sur les soins. Voilà pourquoi j'ai dit que j'ai l'impression qu'ils ne savent pas. Parce que lorsque vous allez dans un hôpital,
il y a une procédure. Quand vous dites les finances priment sur les soins, si vous êtes dans le public ou dans le privé, il y a des procédures qui sont bien éditées. Au moment où le malade arrive aux urgences, c'est le médecin qui reçoit le malade. Les parents sont du côté administratif en train de faire les aspects administratifs pour la prise en charge. Oui. Le médecin qui est là, il commence sa prise en charge. Donc quand on me dit que ça prime, la primauté aurait voulu qu'on attende que tout ce volet administratif finisse. Mais c'est ce qui se fait justement. Non, ça dépend. Vous voulez me dire que quand quelqu'un vient aux soins, il n'a pas d'argent, il est pris en charge et après il va régler la facture. Non, je dis pas qu'il va régler après, qu'on commence la prise en charge. D'accord. Si on commence, c'est que ça prime pas. Puisqu'il y a deux procédures différentes. Le fait que des malades attendent dans le hall, dans le public, par exemple à la salle de réception, c'est peut-être parce qu'il y a un autre malade qui est sur la table. Mais quand vous allez, par exemple, dans le secteur privé où la fréquentation n'est pas forcément plus dense que dans le public, lorsque le malade arrive, déjà quand on commence à prendre les constantes d'un malade, ça veut dire qu'on a commencé ses soins. La primauté aurait voulu qu'on attende que tout le volet administratif finisse avant de commencer à prendre les constantes. Or, on prend effectivement les constantes du malade. Oui. Mais il est bien entendu que lorsqu'on va dans... Moi, je reste dans mon secteur. Lorsque vous allez dans le secteur privé, le médecin a une obligation contractuelle de prendre en charge le malade. C'est un contrat réciproque entre lui et son malade. Mais en même temps, le malade a une obligation contractuelle de payer les soins qui lui sont prodigués. Et s'il n'en a pas? Mais c'est que ce n'est pas là qu'il devait venir. Mais il devait aller où alors? Le médecin est tenu par un contrat synallagmatique qui dit qu'il doit donner les soins, non pas quelconques, au malade, des soins de qualité conformes aux normes et aux technologies actuelles. Oui. Dans le même contrat, le malade doit accepter les soins que le médecin lui donne et doit payer ces soins-là. Donc, vous ne pouvez pas consciemment savoir que vous n'en avez pas et puis aller dans un endroit et profiter des soins et puis après dire que je n'en ai pas. Oui, mais il y a des cas assez spécifiques. Par exemple, un invité, enfin pas un invité, un Ivoirien qu'on a écouté tout à l'heure, parle de femmes qui meurent en couche parce que n'ayant pas l'argent. Qu'est-ce qui se fait dans le cas d'espèce? Une femme qui va accoucher, qui n'a pas d'argent, qui arrive au centre de santé, on le laisse? Oui, je pense que voilà, il y a la gratuité ciblée qui fait que l'accouchement est gratuit. La césarienne est gratuite. Voilà, donc normalement aujourd'hui... L'accouchement est gratuit ou la césarienne seulement? L'accouchement et la césarienne, c'est gratuit aujourd'hui dans nos hôpitaux. Avec la gratuité ciblée que le gouvernement fait depuis quelques années déjà. Elle est effective, cette gratuité? Elle est effective. La femme enceinte et l'enfant de 0 à 5 ans reçoivent des soins gratuitement. Donc dire aujourd'hui qu'une femme, faute de moyens, n'a pas pu, je pense que c'est bon. C'est à vérifier. Mais il y a quelque chose aussi qui est mis en exergue, mais qui est dit peut-être en filigrane, ce n'est pas très très clair. Apparemment, on parle d'un problème de rançonnement quand même. Ce n'est pas une vue de l'esprit, ça. Vous n'allez pas dire que ça n'existe pas du tout. Si. Moi, je ne saurais pas vous dire, parce que rançonner dans le secteur privé, je ne vois pas. Vous fréquentez quand même, vous avez des parents qui fréquentent les centres publics aussi. Oui, mais comment? Dites-moi, comment ça se manifeste, ce rançonnement? Comment ça se manifeste? Oui. Quand les soins normaux doivent me coûter, c'est pas simple, 1000 francs, et je peux glisser 1000 francs à quelqu'un pour avoir les mêmes soins, et je n'ai pas besoin d'avoir le moindre document, ça arrange et le patient et le praticien. En tout cas, je n'ai rien inventé. Ça existe partout. Vous n'allez pas me dire que ça n'existe pas en Côte d'Ivoire. Madame Ouattara, est-ce qu'il n'y a pas quelques brebis galeuses, comme il y en a dans toute profession? Ça peut exister, mais c'est au malade de connaître ses droits et de s'opposer à ce Mais ça l'arrange, le malade. Mais si ça l'arrange, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Ça l'arrange. Maintenant, qu'est-ce que l'État fait pour pouvoir contrôler tout ça afin que cela n'arrive pas, justement? Parce que s'il n'a pas les moyens et quelqu'un lui propose une solution, un raccourci... Non, parce qu'en fait, de ce que je sais, dans les hôpitaux publics, lorsque vous allez, que le malade n'a pas les moyens, il y a ce qu'on appelle les assistances sociales qui sont là, qui permettent de pouvoir donner des autorisations aux services pour que les soins soient faits.
C'est une procédure peut-être qui est méconnue par les populations, les usagers des services publics. Mais lorsque vous arrivez dans un hôpital, même lorsque le malade est hospitalisé, qui a des difficultés, on fait venir l'assistance sociale qui, après, elle rentre en contact avec l'administration pour que les soins puissent se poursuivre. Donc, il y a ces procédures qui existent. Au lieu d'aller dans des systèmes que vous dites des rançonnements, qui ne vous arrangent même pas forcément, parce qu'il y aura forcément quelque chose à payer, alors qu'en passant par la procédure, c'est vrai, il y a des recherches qui vont faire, il y a des questions qui vont poser et tout, mais après, c'est l'assistance sociale qui prend le relais. Donc ça, c'est possible. Alors, Dr Sidiki, qu'est-ce que vous attendez du futur président, vous qui êtes dans le privé? Ah, beaucoup. Beaucoup. Ah, mais si vous attendez beaucoup, ça veut dire que ce n'est pas si reluisant que ça. Non, beaucoup, parce que je vous ai dit, quand je faisais l'état des lieux, que beaucoup a été fait pour le public. Je vous ai dit que pour le privé, il reste encore des choses à faire. Pour le futur président, dans le secteur privé, il y a déjà l'environnement juridique, fiscal, économique qui doit être amélioré. C'est un environnement... Quel est le problème à ce niveau, non, je vais vous le détailler. Oui. Sur le plan juridique, en Côte d'Ivoire, vous savez, le Code de santé publique qui a été... Les travaux ont démarré, ont été menés pratiquement à bout, mais il n'est pas encore adopté. Donc ça, il faut qu'on puisse l'adopter. On travaille encore avec le Code de santé publique français. Sur le plan ordinal même, les tests qui régissent l'ordre des médecins datent des 60. Les nouveaux tests sont sur la table à l'Assemblée nationale. Vous voyez, c'est pour ça qu'il faut que tous ces palabres finissent pour qu'on puisse déjà voter ces tests, pour qu'on ait de nouveaux tests par rapport à l'ordre national. Sur le plan de l'exercice dans le secteur privé, il n'y a pas de tests, il n'y a pas de loi sur l'exercice médical en Côte d'Ivoire. On travaille avec 2 décrets qui n'ont pas de loi fondamentale. Ça, c'est pas intéressant. Sur le plan de la couverture maladie universelle, je vous ai dit, le démarrage est fait, le déploiement est fait pour le public. Le secteur privé attend d'être associé. Bon, au niveau du secteur privé, parce qu'il faut, quand on dit privé, il faut quand même savoir qu'il y a du médical, il y a du pharmaceutique. Le secteur pharmaceutique privé a été déjà associé. On attend maintenant l'association du secteur médical privé au déploiement donc, de la couverture maladie universelle. Sur le plan fiscal, le secteur privé souhaite avoir un système fiscal spécifique qui permettrait, à l'image de ce qui a été fait pour développer la médecine en Tunisie, qui permettrait donc de donner un nouveau souffle au système médical en Côte d'Ivoire, de faire de la Côte d'Ivoire un hub sanitaire. Vous voyez, à la faveur de la pandémie à coronavirus, l'État de Côte d'Ivoire a pris des dispositions fiscales spécifiques. Pourquoi? Parce qu'il y avait menace, il y avait un besoin de pouvoir faciliter la défiscalisation ou l'exonération de certains matériels, de certains intrants dans le secteur sanitaire en Côte d'Ivoire. Donc, il y a un régime fiscal particulier à prendre. Au niveau environnemental, économique, il y a il faut que l'État puisse encadrer véritablement les rapports avec tout ce que nous appelons organismes de tiers payants. On pourra citer parmi les organismes de tiers payants la Caisse nationale de l'assurance maladie, on pourra citer les gestionnaires de portefeuille maladie, les assureurs de santé, les assureurs commerciaux plutôt, et puis on pourra citer également les mutuelles de santé. Mais il y a tout un tas d'environnements économiques. Vous en attendez vraiment beaucoup. Je constate. Vous voyez. Docteur Ouattara, mais comment se fait-il que le pouvoir finissant n'a pas eu comme priorité la mise à jour des textes? Et on continue de travailler avec des textes de 2010, alors qu'on y a consacré beaucoup de budget. Hein. Je ne dirais pas ça. Ah. En termes de tests, beaucoup de tests en matière de santé ont été pris. Comme il a dit, pour l'ordre des médecins, il est passé au Conseil de gouvernement. Et comme c'est une loi, il passe à l'Assemblée nationale. Donc le gouvernement a fait son travail. Et également, il y a des lois qui ont été prises. Il y a 3 lois majeures pour la couverture maladie universelle, pour le système pharmaceutique et puis pour la réforme hospitalière. Beaucoup de décrets, beaucoup d'arrêtés ont été pris. Donc le gouvernement en matière de tests a fait beaucoup. Mais comme il a dit, le secteur est vaste. Et beaucoup ne sont pas encore arrivés à leur état de maturité définitive.
Donc on a l'impression que ça n'a pas été fait. Mais je pense qu'il y a beaucoup qui a été fait, ils sont en cours. Pour ce qui concerne le système fiscal médical spécial dont il parle, c'est faisable ou c'est pas faisable? C'est des discussions, ça a été fait comme il a dit dans le cas du Covid. Donc c'est à analyser et puis... Pour généraliser ça au niveau des privés. Voilà, au niveau du privé. En tout cas, Madame Ouattara, merci beaucoup. Nous sommes à la fin de cette émission, Monsieur Sidiki Bakayoko. Nous sommes à la fin. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres pour débattre de ce thème, système sanitaire ivoirien, force et défis. Merci, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Merci de votre fidélité. On vous retrouve demain pour un autre thème avec le même plaisir. À demain.